Bonjour à tous, c'est Francis Anga sur Tiloche Radio. Corentin speaking, à côté de moi, Mathias. Salut, bonjour à tous. Sur la table, Vincent qui vient d'arriver, qui faisait des tour mix dans Kazin Siutsa. Festival de Kazin Siutsa, on a fait des smoothies, du tour mix à partir d'un vélo qu'on a fabriqué nous-mêmes. Bonjour à toutes et à tous. Ludo, notre binational local. Salut. Dans le public, Julie et Joël qui pourront intervenir si on leur laisse la place. Et notre invité du jour, Nina Yargekov. Nina, bonjour. Bonjour. Nina, tu es écrivaine et auteure d'un roman qui est paru chez Paul en septembre dernier, qui s'appelle Double nationalité. Exactement. Et pendant l'heure qui vient, on va parler de ce bouquin et de double nationalité donc. C'est ton troisième roman, après Tuer Catherine en 2009 et Vous serez mes témoins en 2012. 2011. Alors, double nationalité, c'est un pavé de 684 pages. Oui. C'est même un pavé dans la mare, si on peut dire, parce qu'il est sorti peu de temps après le scandale autour de la proposition de loi sur la double nationalité en France. On reviendra sur cet aspect des choses aussi en cours d'émission plus tard. Alors les critiques sont dithyrambiques. Tu as même reçu un prix littéraire, le prix de Flore, présidé par Frédéric Beigbeder. Oui, exactement. Un homme qu'on a l'habitude de croiser dans les bas-fonds de Budapest, mais qui nous a jamais remis de prix à nous. Non, que tu as l'habitude de croiser. Alors, le bouquin, Double nationalité, c'est l'histoire d'une femme qui se trouve frappée d'amnésie à Charles de Gaulle, sans plus savoir qui elle est. Elle se trouve dans son sac de passeports, de clés, de téléphone. On comprend rapidement que c'est un peu l'introspection de toi-même et de une quête d'identité personnelle. Tu as grandi en France, mais tes deux parents sont hongrois. Ça aussi, c'est des éléments sur lesquels on reviendra plus tard dans l'émission. Mais dans une première partie, est-ce que tu pourrais nous présenter toi-même ce bouquin, en faire le pitch, de la façon dont tu préfères? Oui, donc c'est un livre qu'on pourrait qualifier d'enquête identitaire, au sens où il y a un point de départ qui est une situation d'amnésie. Donc on a cette jeune femme qui ne sait pas du tout qui elle est, ce qu'elle fabrique, donc elle se retrouve dans un aéroport à Paris. Elle a un certain nombre d'affaires sur elle. Elle sait qu'elle a la double nationalité franco-yazige. Donc je précise que la Yazigie est un minuscule pays d'Europe de l'Est, dont évidemment les Français n'ont pas vraiment entendu parler parce que tout ce qui est un peu loin, là-bas à l'Est, ils ne voient pas trop ce que c'est. Et puis elle commence à s'interroger sur ce qu'elle fabrique là, qui est-elle, et elle élabore une suite d'hypothèses sur elle-même. Alors la première chose qu'elle fait dans cet aéroport, c'est que elle va aux toilettes, elle se regarde dans le miroir, donc elle voit qu'elle est très grande et puis qu'elle est aussi très maquillée, très courtement vêtue. Donc sa première hypothèse, qui est juste une première d'une longue série, c'est qu'elle est probablement une prostituée venue d'Europe de l'Est pour exercer sa profession en France où les tarifs sont plus élevés, donc économiquement c'est quand même beaucoup plus rationnel. Elle fait une palpation de ses orifices dans les water, dans les toilettes de l'aéroport. Elle fait ça aussi, c'est-à-dire elle se fouille parce qu'elle se dit bon, comme elle a aucune information sur elle-même, n'écartons aucune hypothèse, on sait jamais, donc elle vérifie qu'elle n'a pas d'explosifs sur elle, pas de drogue, donc effectivement elle vérifie qu'elle ne transporte rien dans son vagin, sous ses aisselles, etc. Tu pourrais revenir sur la genèse de l'idée du livre, comment l'idée t'est venue et aussi à quel moment tu as su que tu allais vraiment l'écrire pour de bon, ce livre? Alors c'est un projet très ancien, donc qui a l'idée, je m'en souviens assez bien de la situation. J'étais dans un train, c'était en avril 2006, donc 10 ans, il y a eu 10 ans entre l'idée et la fin du livre. Tout simplement, je me suis dit que j'avais des choses à dire sur cette situation dans laquelle j'étais, avec une double culture, avec deux langues, avec comme ça un aller-retour, un va-et-vient entre deux pays. Mais après ça a énormément changé, c'est-à-dire entre le projet à ce moment-là et le projet final, et notamment le fait d'introduire l'amnésie, ça a été une étape très importante parce que au lieu d'être dans quelque chose de statique du type je raconte ma vie, alors voilà, c'est quand même un peu compliqué, je suis un peu l'une et un peu l'autre, etc. Tout d'un coup ça devenait une enquête dynamique, ça permettait de créer des situations drôles, d'interroger le monde, donc c'était mais voilà, ça c'est venu beaucoup plus tard par exemple.
Et l'écriture en elle-même, c'est combien de temps ça t'a pris? C'est toujours difficile de mesurer exactement parce que le processus d'écriture, c'est-à-dire il y a les moments où on est devant son ordinateur et puis il y a des moments où on y pense, où ça mature, mais disons que je m'y suis mise vraiment sérieusement à partir de 2012, donc ça m'a pris à peu près 4 ans, mais pas à plein temps parce que je fais aussi d'autres choses. Alors, quid de la Yazigi ou Yazigi? Yazigi. Ce pays imaginaire coincé entre la Pologne et l'Ukraine avec beaucoup de pommes de terre et aucun littoral. Je cite le... Oui, c'est ce qu'il y a dans le livre. C'est la première description de la Yazigi dans le livre, exactement. Pourquoi un pays imaginaire plutôt qu'un vrai pays, et ton vrai pays, donc la Hongrie? Alors, qu'est-ce qui partage en commun ces deux pays? Alors, ce qu'il y a, c'est que si je réponds vraiment à cette question, je vais dévoiler des choses du livre. Alors, ça dépend, est-ce qu'on spoil ou pas? Ouais, ici, il y a 2 vrais lecteurs, les autres, ils ne le liront pas. Donc, non, mais nos auditeurs ont déjà lu le livre, on a quand même... Voilà, tout le monde a déjà lu, évidemment. Que vous pouvez trouver à la librairie Latitude, j'imagine, de l'Institut français. Oui, on peut le trouver à la librairie Latitude. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le livre commence en France. Donc, on a une héroïne qui est née en France de parents yazidis. Et à un moment, pour des raisons, donc je ne vais pas forcément dévoiler en détail, mais elle décide de partir dans son pays d'origine. Donc elle part en Yazigi, mais quand elle arrive donc elle quitte la France pour aller en Yazigi, et quand elle arrive, en fait elle arrive à Budapest, et le pays dont elle vient n'est plus la France, mais la Lutringie. Donc il y a une inversion. Donc en fait dans le livre, il n'y a pas 2 pays, mais 4 pays. Donc France, Hongrie, et puis chacun de ces 2 pays a une figure imaginaire qui est la Lutringie pour la France et la Yazigi pour la Hongrie. D'accord. On voit quelqu'un qui n'a pas lu le livre, là. Et pourtant, j'avais noté dans l'intro qu'il fallait que je joue carte sur table et qu'on personne à cette table, autour de cette table. Et pour la Yazigi, tu t'es inspiré de quel... Est-ce que tu t'es inspiré d'un pays concret, réel Je suis évidemment inspirée de la Hongrie très fortement, mais c'est pas, la Yazigi n'est pas la Hongrie. La Yazigi, c'est une figure, disons, typique typique pas au sens avec toutes les caractéristiques, mais au sens exagéré, du petit pays d'Europe centrale ou orientale, avec un passé glorieux, avec un sentiment de fierté nationale important, un complexe d'infériorité, un regret et un certain nombre de blessures du passé qui sont pas résolues, avec une langue bizarre que personne ne parle. Donc oui, il y a beaucoup de la Hongrie dans les Yazigi, mais il y a aussi des lecteurs qui sont originaires d'autres pays et qui m'ont dit je reconnais bien mon pays dans la Yazigi. Donc c'est un peu plus ça va au-delà de c'est pas juste la Hongrie avec un autre nom, sinon ça aurait aucun intérêt. Dans ce cas-là, j'aurais fait Hongrie. Donc les Yazigi, c'est un autre pays. Mais qu'est-ce qui a justifié que tu dédoubles justement la France et la Hongrie selon qu'on soit dans un pays ou dans l'autre? Ça me donnait plus de liberté dans l'écriture parce que je pouvais aller beaucoup plus loin et parfois je trouve que pour rendre compte de certaines choses, l'imaginaire est au fond plus proche de la vérité que ce que tu peux écrire vraiment quand tu es et que tu veux faire quelque chose de réaliste. Et puis, justement, je voulais montrer cette complexité, c'est-à-dire le fait qu'avoir 2 pays, c'est avoir 4 regards sur le monde, puisque du coup, ton pays, tu peux le regarder de près. Par exemple, la France avec des yeux de Français, et puis la France avec des yeux de Hongrois, ça va pas être tout à fait le même pays. Et du coup, la France avec des yeux de Hongrois, ça va être plutôt la Lutringie. Et même chose pour Hongrie, Yazigi. Je pensais bêtement à ce film Hôtel Budapest, qui est un pays imaginaire, mais et qui est un peu à la fois loufoque, baroque. Qui répond à une image qu'on a de l'Europe orientale, de l'Orient en ce moment. J'ai noté une critique de ton livre que j'ai trouvé sur le site de l'éditeur qui dit que le livre est à la fois dense, dingue, loufoque et profond sur l'identité. C'est quelque chose que tu... c'est flatteur et c'était l'ambition. Et loufoque dans quel... Est-ce que c'est ce pays qui est loufoque ou c'est ta façon de raconter? Qu'est-ce qui est loufoque dans ton livre? Je pense que c'est la manière de raconter parce que le livre traite quand même de sujets assez sérieux, assez graves, qui pourraient aussi être... ça aurait pu être un essai ou voire faire l'objet de recherches en sciences sociales, les sujets que je traite. Mais la manière de les traiter, justement... disons que dans mon positionnement face à toutes ces choses que je voulais manipuler, disons tous ces concepts, toutes ces idées, tous ces événements historiques, je voulais être dans quelque chose d'assez à la fois candide
Et puis qui réinterroge tout le temps. Et je pense que l'humour et puis l'exagération, le côté grand guignol, ça interpelle et ça fait réfléchir. En même temps, on s'amuse. Donc c'était. Puis comme j'avais beaucoup de choses à dire, que le livre est assez long. Il y a aussi le fait que c'est, disons, le côté humoristique et loufoque crée de l'animation et a priori on s'ennuie pas trop. Enfin, c'était mon espoir pour le lecteur. Ludovic. Et est-ce qu'il y a des moments où justement la Tringie, la France se rencontrent, la Yazici et la Hongrie se rencontrent, et comment ça se rencontre justement? Alors ça se rencontre dans quel sens? Au sens, est-ce que des fois justement les imaginaires qui sont liés à tel ou tel lieu, territoire, par exemple l'idée qu'on se fait de la Yazici, l'idée qu'on se fait de la Hongrie, est-ce qu'à un moment donné dans le livre ça se percute? Oui, puisque justement, plutôt dans la deuxième partie du livre, donc quand elle est en Hongrie, en fait, elle découvre que la Hongrie n'est pas tout à fait le pays qu'elle imaginait. Donc, en fait, que la Hongrie n'est pas tout à fait la Yazici. Et donc, elle va, en fait, de désillusion en désillusion, puisque elle se réinterroge sur tout ce qui était important, Trianon, 56... la politique, les migrants, le mur, enfin il y a plein de choses qui sont assez liées à l'actualité, mais tout ça, elle porte un regard tout à fait différent dessus quand elle est en Hongrie, et puis même son rapport à sa famille est complètement autre. Est-ce que des fois elle s'émerveille? Elle s'émerveille... Tu fais ton introspection là en fait. Exactement, bien sûr. Tu veux dire de la Hongrie? Ouais, c'est-à-dire parce que tu parles de désillusion, oui, mais en même temps, est-ce qu'il y a des choses qu'elle découvre auxquelles elle s'attendait pas? Oui, alors non pas et qui sont positifs. Non pas auxquelles elle s'attendait pas, mais plutôt parce que comme elle a des idées, quand elle arrive en Hongrie, elle a des idées préconçues très positives, et donc au début, elle a tendance à forcer le réel et à le disons, à le comprimer, à le faire rentrer dans l'idée qu'elle a. Donc, par exemple, si quelqu'un est un peu gentil avec elle, elle s'émerveille, elle se dit, oh là là, en Hongrie, les gens sont, qu'est-ce qu'ils sont aimables, ça aurait été en Lutringie, on n'aurait même pas adressé la parole. Tu vois, donc elle est plus comme ça dans une sorte d'émerveillement béat, en étant émue de chaque chose, que tout soit écrit en hongrois. Voilà, elle est très contente de tout ce qu'elle découvre, et puis ensuite progressivement elle se rend compte que c'est peut-être de la poudre de perlimpinpin tout ça, et donc que finalement les choses sont pas tout à fait comme elle les imaginait. Ah bon chat bon rat, de toute façon, comme on dit souvent par chez nous, et donc j'avais cette question, est-ce qu'il y a des traductions sont prévues de ce roman, et est-ce que tu as des retours de Hongrois qui ont compris qu'il s'agissait de leur pays, oui. Francophones, donc qui ont pu avoir accès au livre, ou qui peut-être un jour il y a une traduction Alors donc il y a deux questions, donc je réponds à la première. Donc il y a une traduction qui est en cours vers le serbe, donc je suis très contente parce que c'est une forme de relocalisation ouverte de ce texte, je trouve, et je suis très contente qu'il soit relocalisé dans la langue serbe de manière si ouverte, et j'espère qu'il y aura d'autres traductions. Pour l'instant rien n'est prévu, donc côté hongrois rien, mais j'ai bon espoir quand même, on verra comment ça se passe. Après, c'est un gros livre, ça coûte de l'argent, c'est difficile pour les éditeurs de prendre, c'est un risque financier, commercial, donc il n'y a pas uniquement des critères, des paramètres artistiques ou d'intérêt littéraire à prendre en compte pour eux. C'est tout à fait compréhensible. Sur les retours, alors oui, j'ai des retours, disons dans les gens qui m'écrivent, il y a beaucoup de binationaux, mais pas forcément des franco-hongrois, il y a beaucoup de franco, plein d'autres, avec plein d'autres origines, ce qui me fait très plaisir parce que précisément le but c'était pas que ce soit spécifiquement sur le cas franco-hongrois, évidemment que ça traite de la France et de la Hongrie, mais plus largement sur cette situation où on a deux pays qui sont pas tout à fait symétriques, parce que d'un côté on a un grand pays plutôt puissant et qui compte d'une certaine manière sur la scène internationale, et un petit pays quand même qui est de moindre importance, donc il y a une hiérarchie entre les deux. C'est plutôt cette situation que je voulais explorer dans le livre. Et après bien sûr il y a des gens qui spécifiquement sont liés à la Hongrie et qui ont reconnu des choses parce que ça fait sourire, ça a fait écho à des expériences personnelles, des choses comme ça. Dans ton travail d'écriture et de réflexion ou d'introspection personnelle autour de ta binationalité franco-hongroise, est-ce que tu as aussi pris le temps d'écouter, de discuter avec des gens qui avaient d'autres binationalités ?
Alors, comme c'est un projet qui, comme je disais, qui m'a accompagnée pendant une dizaine d'années, pendant toutes ces années, j'ai gardé les oreilles ouvertes. C'est-à-dire dès que les questions d'identité nationale, de double culture, de bilinguisme, voilà, toutes ces choses étaient évoquées, soit à la radio, dans des livres, ou soit dans des conversations. Moi, j'écoutais. J'ai pas trop interrogé les gens, sauf lors d'un séjour, parce que je suis partie en Transylvanie pour préparer ce livre, où j'ai vraiment interrogé les gens exprès pour préparer le livre. Mais sinon, j'étais plus dans une sorte d'écoute flottante, sans trop dire d'ailleurs aux gens que ça m'intéressait spécialement, juste pour voir ce qu'ils disaient. Je peux t'en demander plus sur ce séjour en Transylvanie. T'as résidé où, pendant combien de temps? Essentiellement... C'est une région qui nous passionne. Qui te passionne. Oui. Donc, j'étais à Cluj pendant un mois dans le cadre d'une bourse Stendhal. Donc tu veux dire Kolozsvár? Oui, mais quand nous parlons français, j'étais à Cluj, mais effectivement, on peut aussi dire Kolozsvár. Donc c'était une bourse d'écriture de l'Institut français. Alors moi je voulais absolument partir en Transylvanie parce que déjà dans le livre, dans l'histoire en fait, le rapport à la Transylvanie occupe une place importante, c'est-à-dire justement l'héroïne, quand je parlais de désillusion, quand elle arrive en Hongrie, elle est persuadée que les Hongrois de Transylvanie sont adorés par les Hongrois de l'intérieur, que c'est des sortes d'idoles parce que c'est les meilleurs de tous les Hongrois. Puis évidemment, elle est confrontée à des expériences qui la détrompent sur le rapport entre Hongrois de l'intérieur et Hongrois d'autres frontières. Et voilà, il y a tout un cheminement aussi sur son rapport. À un moment, elle rencontre une jeune femme roumaine. Il y a tout plein de questions sur les rapports entre Roumains et Hongrois. Donc voilà, je voulais explorer tout ça déjà spécifiquement à cause de la Transylvanie en tant que, disons, par rapport à ce qu'elle représente au sein de l'identité hongroise, mais plus largement, la Transylvanie, c'est une région extrêmement intéressante parce qu'elle est historiquement multiculturelle, historiquement multilingue, et que c'est un lieu pour, quand on prépare un livre sur la double identité, c'est un lieu qui est absolument fabuleux parce que justement, tout ce qui à moi peut-être me paraissait compliqué ou pour un esprit en tout cas de culture française est difficile à envisager, là-bas ça va quasiment de soi parce que tout est beaucoup plus mélangé. Et puis il y avait une dernière chose, mais ça je l'ai compris pendant mon séjour, pas avant de partir, c'est qu'en fin de compte, la situation, si on prend la situation d'un enfant d'immigré en France et la situation d'une minorité nationale, il y a des parallèles à faire, qui sont, alors avec certaines limites évidemment, mais en fin de compte, si quelqu'un voit le jour dans un pays, ses parents sont étrangers, il se retrouve à grandir dans une culture familiale qui est d'un pays A et il grandit dans un pays B. Donc il y a plusieurs langues, etc. Mais c'est pas son choix, c'est le choix de ses parents. Et une minorité nationale, il y a quelque chose de cet ordre-là, puisque là non plus, il n'y a pas eu de mouvement migratoire. C'est pas toi qui as décidé de changer, c'est la frontière qui a bougé. Et donc, là aussi, finalement, on subit une situation de double culture. Donc, dans ce sens-là, leur situation à eux m'a permis de mieux comprendre la mienne, même si, avec toutes les limites qui s'imposent sur cette comparaison, évidemment, ça veut pas dire que c'est exactement pareil, mais ça m'a aidé à réfléchir à la situation des enfants d'immigrés. C'est vrai qu'effectivement, il y a pire que la Transylvanie en Europe pour parler d'identités multiples. C'est une montagne des langues et des peuples. Oui. C'est pas le Caucase, mais pas loin, quoi. C'est venu le moment de la lecture d'un extrait du livre Double nationalité aux éditions Paul. Voilà, alors je remonte les bretelles de ma salopette, et puis je me mets à la lecture. Alors quelques mots d'introduction juste pour qu'on comprenne. Donc on est plutôt au début du livre, on a une héroïne qui s'interroge sur son identité. Est-elle française ? Est-elle yazige ? Elle vient d'aller voir une plaque commémorative liée à une manifestation pour la paix en Algérie. Cette manifestation a été durement réprimée par la police, il y a eu des morts, donc cette plaque commémorative se trouve dans le métro Charonne à Paris. Et en fait, après avoir regardé la plaque, elle se dit qu'en fin de compte, elle n'est pas française parce que la guerre d'Algérie, en fin de compte, ça la concerne pas. C'est-à-dire qu'elle se sent très froide, très distanciée, elle sent qu'elle n'est pas responsable dans cette histoire et donc elle en conclut que du coup, elle n'est pas française parce qu'une vraie Française se sentirait responsable à cause de cette histoire. Bref, la guerre d'Algérie est une terrible tragédie. Toutefois, s'il fallait classer les atrocités du monde par ordre de préférence, ce n'est qu'une hypothèse de travail, bien entendu. Jamais vous ne vous amuseriez à user d'un procédé aussi cynique. Elle viendrait loin derrière la deuxième guerre punique. Hannibal est tellement sexy. Le génocide rwandais,
Les machettes, c'est original, ou encore le massacre de Katyn, un parfum de manipulation. Ah non, vous vous êtes trompé. Katyn n'a pas sa place dans cet inventaire des abominations exotiques. Katyn n'est pas un événement lointain, une photographie anonyme, un mot sans résonance. Katyn est un massacre de Polonais. Vous vacillez, c'est une douleur entre les côtes, c'est l'estomac qui se soulève. 1940, la forêt, les balles allemandes, les tireurs soviétiques, nos frères polonais. L'élite d'une nation, un meurtre de masse, le mensonge pendant des décennies, et plus tard le crash de l'avion présidentiel, tel un écho douloureux. Votre cœur se fend, les Polonais, eux aussi tant de fois écartelés, opprimés et humiliés au cours des siècles, quel peuple digne, que de blessures endurées. Et malgré les revers, toujours le mot pour rire, toujours le verbe pour trinquer, seul parmi les Slaves, seul parmi les Européens à comprendre et à épauler, Yazidis et Polonais compagnons d'infortune, nuit blanche et destin entortillé, main dans la main contre les oppresseurs, pour l'indépendance, la justice et la liberté, et aussi pour boire des coups, il est vrai. Vous déboutonnez le haut de votre chemisier et vous vous adossez au mur carrelé de la station de métro. Vous avez chaud, vous êtes toute chose. C'est tellement émouvant cette relation privilégiée que vous avez avec les Polonais. Vous touchez votre visage brûlant. Oh, il vous faudrait un Polonais. Vite, un Polonais, c'est une urgence. Vous avez besoin d'un Polonais pour le serrer dans vos bras, pour sentir son parfum et les battements de son cœur et ses cheveux vous chatouillant le cou. Vous essayez de vous rappeler où se situe l'ambassade de Pologne à Paris. Ce serait encore le meilleur endroit. Cependant, comme vous n'avez aucune idée de l'adresse, vous sortez dans la rue, vous scrutez les passants. À quoi cela ressemble un Polonais déjà ? Est-ce qu'un Polonais marche vite ou avec flegme ? Est-ce qu'un Polonais transporte ses achats dans des sacs plastiques ou dans un filet à provisions ? Mais ce n'est pas possible. Comment faire pour reconnaître un Polonais ? Vous faites des sourires, des signes de la main, personne ne vous répond. Pas de Polonais à l'horizon. Quelle désespérance. Vous êtes toute seule, ébouriffée et hors d'haleine sur le boulevard Voltaire. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée qu'est-ce qui t'a inspiré ce passage sur les Polonais ? Est-ce que moi je pensais immédiatement au drapeau polonais qu'on voyait dans les grandes manifestations pro-gouvernementales ces dernières années à Budapest ? C'est tout simplement parce qu'il y a un mythe plus ou moins entretenu, mais en tout cas qui est là d'une amitié matéro-polonaise. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu beaucoup quand j'étais enfant. Donc ça n'a pas de lien avec l'actualité récente. Et disons, dans la manière dont la Yazidji est construite dans le livre, la Yazidji, c'est un pays complètement paranoïaque qui pense qu'il y a un complot mondial, que tout le monde veut détruire ce pays. Et les seuls alliés, les seuls qui sont là, gentils, c'est les Polonais. Alors, il n'est pas dit que les Polonais soient au courant de cette amitié. Hein, c'est un petit peu éventuellement unilatéral. Mais donc voilà, du coup, c'était logique au moment où... Parce que là, on est dans un moment de bascule, c'est-à-dire elle s'interrogeait sur son identité française. Elle vient de comprendre qu'elle n'est pas française. En tout cas, à ce moment-là, elle se dit ça. Tout d'un coup, elle se sent super yazige. Et là, qu'est-ce qui surgit en elle ? C'est cet amour pour les Polonais. Et donc, vite un Polonais pour lui faire un câlin. D'accord. Vincent. Non, j'ai un commentaire. J'ai l'impression, donc on est autour de la table un poète, mais on a surtout un journaliste, un chercheur en sciences sociales, un militant politique essayiste. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de parler de tous ces ressentis, de ces questions de binationalisme que je partage moins, mais de choc culturel, moi vivant français, vivant en Hongrie, etc., à travers la fiction, parce qu'on a cette liberté de pouvoir se tromper ou de pouvoir être plus émotionnel, moins précis, etc., qu'à travers nos métiers où à chaque fois on écrit avec le frein à main et puis on se heurte aussi moi personnellement à cette grande difficulté quand je rentre en France à expliquer à mes amis français ce que je vis en Hongrie et inversement quand je suis en Hongrie d'expliquer ce que c'est qu'être français. J'ai l'impression qu'à travers ce travail à travers un roman, l'écriture plus de fiction, etc., ça laisse un énorme espace de liberté pour partager tout ça. Mais écoute, c'est un très beau compliment que tu me fais là et ça me touche d'autant plus que c'était aussi mon idée que
Moi, je suis sociologue de formation, donc je viens des sciences sociales. Et si j'ai fait le choix d'arrêter la recherche et de me tourner vers la fiction, disons, il y a eu des moments où je faisais les deux, c'est parce que j'avais la sensation que pour décrire le monde, parce que dans les deux cas, l'écriture sociologique, c'est une écriture de description du monde tel que moi je l'appréhendais, je me sentais plus libre et surtout j'avais l'impression qu'il y avait plus de choses finalement qu'on pouvait faire passer dans l'écriture fictionnelle, de manière à la fois plus ludique, plus ouverte. Mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, parfois par l'imaginaire, on touche à moins de réel, mais plus de vérité. Ludovic, toi qui es un sociologue, qui a encore quelques illusions, qui est en plein doctorat, il faut que tu réagisses à ça. Non, mais c'est pas du tout une critique de la sociologie. Je garde tout ce que j'ai appris en sociologie reste en moi et c'est pas un rejet, c'est un cheminement, un pas de côté que j'ai fait. Avant de te donner la parole, je peux que aller dans le sens de ce que disait Vincent. C'est vrai que Ludovic, en tant que sociologue, tu vas répondre, mais même tu as une double casquette, tu es aussi juriste maintenant pour Oulala, et c'est vrai que nous-mêmes on a une certaine frustration dans les messages qu'on fait passer, dans la compréhension qu'on essaie de créer entre la France et l'Europe centrale et la France et la Hongrie plus particulièrement. Mais c'est vrai que la recherche, la question d'introspection est souvent aussi un point de départ dans la recherche. C'est-à-dire que le titre de mon master 1, c'était Immigrer chez soi, qui était un travail sur les Transylvaniens à Budapest. Et puis justement, j'avais regardé comment se faisait la rencontre entre des personnes qui allaient dans le pays de leur origine sans y être nés. Alors pour certains en y étant nés, mais parce que c'était encore hongrois. Et puis la rencontre avec ces citadins qui les prennent pour soit qui les prennent pour des Roumains, soit qui les prennent pour des QTRE de Transylvanie. Et à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait une réalité, une épaisseur que au niveau de la recherche, c'est très difficile de retranscrire. Et du coup, ça crée énormément de frustration, même si on essaye d'être précis sur les choses, d'autant plus que quand on a affaire à une matière humaine comme ça, on est toujours obligé de réduire sur des comportements rationnels, et ça c'est compliqué. Donc c'est vrai que je t'envie énormément d'avoir cette capacité littéraire pour décrire aussi bien des réalités, moi en tout cas qui font beaucoup écho à ce que j'ai pu vivre. Après, les deux sont utiles et moi, pendant l'écriture, j'ai aussi beaucoup lu de sciences sociales. C'est-à-dire j'ai une dette aussi envers tous ceux qui font ces travaux parce que ça a nourri mon écriture. J'aurais pas pu écrire ce livre s'il n'y avait pas eu des travaux sur de philosophie politique, sur ce qu'est la citoyenneté, de sociologie, sur diverses réalités de l'immigration, etc. Donc, toutes ces choses communiquent. Ouais. Et d'un point de vue littéraire, quelles ont été tes influences majeures, je dirais? Est-ce que tu as été influencé par, on parle souvent dans cette émission sur de la littérature hongroise, quoi, qui a une certaine particularité, qui est très riche, qui est très importante dans la culture et la psyché, la construction de la culture, de la psyché hongroise, etc. Est-ce que tu as été particulièrement influencé ou inspiré par des auteurs hongrois ou régionaux ou français ou... Alors, il y a un livre, évidemment, c'est toujours difficile de faire la liste exhaustive de ce qui est en nous et qu'on a incorporé, mais il y a un livre qui a joué un rôle très important dans l'écriture de celui-ci, c'est EPP de Karinti, je ne sais pas si vous voyez. Donc, qui est l'histoire d'un linguiste hongrois qui prend l'avion et qui arrive dans un pays qui n'est pas la Finlande, et puis... Je vois que tout le monde sourit, donc c'est... On l'a lu, on peut en parler. Et ce livre-là, à bien des égards, a inspiré le mien, parce que on est aussi dans quelqu'un qui est perdu, qui enquête. Alors lui, il n'est pas amnésique, mais finalement, le fait de se retrouver dans un pays où il comprend rien, c'est une situation qui ressemble à une situation d'amnésie. Donc voilà. Après, il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que dans les commentaires, par exemple on parlait de la place de l'humour dans le livre tout à l'heure, les Hongrois me disent ah oui, c'est cet humour typique d'Europe centrale, et puis les Français me disent ah oui, c'est cette ironie, ce second degré typique français. Alors à chaque fois je fais oui, c'est ça. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui ont mal reçu le livre, c'est-à-dire des binationaux qui justement sont allés dans une direction différente dans le travail de leur double identité? Non, mais je pense que c'est pas simplement ces gens-là n'ont pas dû le lire ou ont dû l'abandonner en cours de route. Donc ça ne veut pas dire que ce livre parle à tout le monde. C'est simplement que du coup ces gens-là sont pas. Je pense.
Là, je voudrais rebondir en parlant de littérature, parce que je viens de finir le dernier Maraï qui a été publié, Sándor Márai, sur le mois prochain. Ce que j'ai voulu taire, je suis pas sûr du titre, je crois que c'est ça, hein, ce que j'ai voulu taire, et ce que tu évoquais par rapport à la Transylvanie ou ces discussions, ça me rappelle ce passage où il retourne dans sa ville natale, à Košice, à Kaša, presque 20 ans après l'avoir quitté, quand avec les Allemands, la Hongrie récupère ce territoire perdu avec Trianon, et il y a justement toutes ces désillusions avec un territoire où il partage un passé commun, des personnes avec qui il partage un passé commun, puis à un moment donné, des bifurcations différentes, et la construction d'un imaginaire vu de l'étranger, et une énorme déception, ou un choc terrible en retournant dans son territoire, de voir que, en fait, c'est plus la même chose, et voire même ça a évolué de manière tout à fait différente, quoi. Et ça pose cette question, parce que là, on peut parler aussi de biculturalité de la part de Márai par rapport à Kaša, et ce choc où il y a une vision extérieure, un choc quand on est confronté, et inversement, c'est-à-dire que les Hongrois d'origine de Košice sont choqués de voir arriver ces gens éduqués sous Horthy pendant 20 ans et qui se comportent comme dans l'ancien temps, alors qu'eux ont connu une ouverture démocratique. Oui, mais il y a toujours ce décalage, tout comme enfin on le sent dans toutes ces situations comme ça où on est entre deux pays, et c'est aussi, je reviens un peu sur cette question de pourquoi il y a la Yazigi et la Lutringi dans le livre et pas seulement la France et la Hongrie, c'est que des gens qui vivent en émigration pendant très longtemps figent leur idée du pays d'origine, et du coup quand ils rentrent il y a ce décalage parce que eux, ils ont dans leur tête le pays d'origine, je sais pas, des années 70 quand ils ont immigré, puis quand ils rentrent on est en 2017 et plein de choses ont changé, donc c'est pas du tout, les réalités sont pas les mêmes, les mentalités sont pas les mêmes, et donc il y a une sorte de momification un peu de la culture du pays d'origine. Donc la Yazigi, c'est la Hongrie momifiée. Momifiée, je dirais pas momifiée parce que c'est une Hongrie exagérée, beaucoup plus folle, beaucoup plus extrémiste que la vraie Hongrie, beaucoup plus petite aussi parce que la Yazigi est vraiment ridicule. vraiment. Encore enlever des territoires. Oui, c'est ça. Voilà, elle est vraiment toute petite. Et puis voilà, donc avec des traits communs, mais qu'on retrouve vraiment, j'insiste là-dessus, dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Il suffit de se déplacer un peu, parce que toutes ces choses comme ça qu'on perçoit comme étant typiques de la Hongrie, par exemple cette idée que les Hongrois dans le temps ont été ce qu'on appelle le rempart de la chrétienté. Vous voyez, c'est une idée quand même qu'on entend de temps en temps. Vous parlez avec des Croates, vous parlez avec des Polonais, ils vous disent la même chose. Et alors qu'en fait, on a tendance, nous, à croire que c'est très, très spécifique. Et il y a plein de choses comme ça qui sont juste liées, je pense, à des situations géopolitiques. C'est-à-dire, si vous trouvez sur le chemin des Ottomans, forcément... D'ailleurs, il n'y a peut-être pas de hasard que la première version étrangère soit serbe. Là aussi, on retrouve beaucoup de similitudes dans le rapport à la nation, l'histoire, les frustrations, etc. entre la grande Serbie et la grande Hongrie. Il est tout à fait possible. Alors ça, je vais voir, parce que là, je pars en Serbie la semaine prochaine, justement. Donc, je vais pouvoir en discuter là-bas. Mais peut-être que les lecteurs serbes reconnaîtront dans la Yazigi quelque chose qui ressemble à leur pays aussi. Il y a un lecteur serbe de langue allemande qui vit en Allemagne, qui a écrit, j'ai oublié son nom, et aussi le nom du bouquin qui est très rigolo sur la Serbie, mais qui traite comme un pays imaginaire, et en l'exagérant. Il faut le faire pour exagérer la Serbie, parce que c'est déjà un pays très très coloré, mais t'es journaliste, je te rappelle, t'es pas écrivain. Bon chat, bon rat, tu cherchais vraiment l'adjectif là, je pense. La Hongrie en France a une image assez détestable depuis quelques années. Est-ce que tu as eu des discussions avec de l'entourage, avec des amis en France qui ont pu aussi sur la Hongrie, de gens qui ne connaissaient pas Hongrie, qui t'interrogeaient dessus, et qui auraient pu aussi t'influencer dans ta façon de raconter cette histoire, ou même qui auraient pu l'inspirer en partie, quoi. Pas forcément, je n'ai même pas eu besoin de chercher dans mon entourage. C'est que d'une manière générale, ce qui se dit, les petites remarques, ce qui se dit dans les médias, etc., était largement suffisant pour avoir du matériau à cet égard. Et ça aussi, bien sûr, ça joue un rôle dans le livre. Il y a tout un passage, par exemple, où l'héroïne est très en colère de la manière dont
dont la question du fait qu'il y a eu cet épisode, qui est un épisode réel où il y avait beaucoup de personnes venues d'autres pays autour de la gare de l'Est à Budapest. Ça a été couvert, donc c'était en 2015, ça a été couvert par la presse internationale et donc l'héroïne est très énervée de la manière dont à la fois elle est contente que la Hongrie soit un peu une star parce que on en parle, c'est chouette quand même, c'est pas très souvent, mais et en même temps elle est outrée de cette manière dont la Hongrie est condamnée sans appel alors que même tout n'est pas, ceux qui condamnent feraient aussi bien de balayer devant leur porte, c'est ce qu'elle et donc par exemple pour construire ce genre de choses, même si effectivement sa réaction est excessive, énervée, j'avais pas besoin d'aller trop loin. Disons et aussi une autre chose qui m'a aidée pour faire ça, c'est le paradigme de la banlieue, parce qu'en fin de compte, et ça, le terme revient souvent dans le livre, c'est que finalement la Hongrie ou la Yazigi, selon où on est dans le livre, c'est la banlieue de l'Europe, c'est-à-dire on est des banlieusards. Semi-périphériques. Et voilà, ces termes-là reviennent assez souvent, vraiment les périphériques, les banlieusards, les laissés pour compte, ceux qui sont pas au centre. Et en fin de compte, quand on pense au traitement médiatique des banlieues, il y a un parallèle évident, c'est-à-dire quand est-ce qu'on parle des banlieues, quand il y a des problèmes, et en même temps et peut-être que du coup moi je me suis dit, ça se trouve à la place de ces gens-là, quelque part je serais contente qu'on parle de moi, même si c'est pour dire qu'on est des grosses racailles, et là il y avait un peu donc j'ai utilisé ça pour travailler sur cette position de quand on parle de la Hongrie, c'est tout. Bon, avant c'était les bons élèves et maintenant on est très vilains, d'un point de vue personnel, ça t'a quand même heurté justement alors cette image qui a été accolée à la Hongrie? Moi, comment dire, si j'écris, c'est aussi parce que j'ai jamais un point de vue personnel clair et net, c'est parce que j'essaye d'avoir une vision relativement complexe des choses, donc oui, ça m'a heurté, en même temps, je comprends aussi. C'est-à-dire, j'ai tendance quand même à essayer à comprendre un peu tout le monde, et d'où aussi dans le livre beaucoup de points de vue contradictoires, parce que j'explore ces différentes positions. Mais une partie de moi, oui, a été heurtée, mais pas toute ma personne ou pas toutes les voix qu'il y a dans ma tête. Joël. Et à titre personnel, comment toi justement tu as vécu cette espèce de tiraillement auquel tu fais allusion justement entre deux cultures, cette culture hongroise qui irriguait ton cercle parental et en même temps cette culture française dans laquelle tu as grandi et vécu tous les jours? J'ai tendance à dire la réponse est dans le livre, mais il y a eu plusieurs phases en fait. C'est que quand j'étais vraiment enfant, il était vraiment très clair que j'étais une Hongroise en France. Et puis après, je me sentais tout à fait française à cause de l'école française. Et la troisième étape, c'est un moment où je me suis dit, oulala, ça devient vraiment très compliqué. Donc il y a eu vraiment les deux, en fait. Donc c'est à partir de là qu'a commencé la quête, entre guillemets, de ce pays que tu n'as jamais connu, ou en tout cas dans lequel tu n'as pas vécu. J'ai connu quand même pas mal, parce qu'on venait très souvent. On va en vacances. Oui, c'était pas non plus un pays totalement imaginaire. Mais puis, je pense que autour de cette table, tout le monde est bien placé pour le savoir. C'est que vous vous posiez cette question ou pas personnellement, on vous la pose tout le temps. C'est-à-dire, dans quelle langue est-ce que tu rêves? Quel est l'endroit que tu préfères? Où est-ce que tu te sens vraiment mieux, etc. Tout le temps, on est confronté à cette question parce que, et ce livre-là, peut-être s'il y a un message à faire passer, un message que je voulais faire passer, c'est on a le droit d'être compliqué, d'être contradictoire, de penser une chose et son contraire, d'avoir des ressentis qui sont pas cohérents, c'est-à-dire on a le droit, il n'y a pas besoin d'être biculturel pour ça. Oui, en plus. Mais ça permet de le fixer peut-être. Voilà, la biculturalité est juste un exemple parmi d'autres du fait que fondamentalement l'identité est fluctuante et complexe. Et est-ce qu'au fur et à mesure de tes séjours, tu as expérimenté autant de désillusions qu'on peut éventuellement en voir dans l'ouvrage? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu justement des a priori justement sur la Hongrie avant de passer des séjours ici? C'est un peu exagéré dans le livre parce que comme je venais souvent en Hongrie, j'ai quand même... Après, il y a toujours des surprises, mais tout comme j'ai aussi des désillusions en France. On a tout le temps des désillusions. Ça marche dans les deux sens. Oui, ça marche dans les deux sens. Le temps qui court, on n'en manque pas. Voilà. Mais non, dans le livre, à cet égard, c'est exagéré parce que comme elle est amnésique, elle a une idée très figée de la Hongrie qui est donc dans cette tête, elle a Yazigi. Évidemment, quand elle arrive, il y a quand même après ce moment où elle est en amour total pour le pays, au fur et à mesure, ses expériences contredisent vraiment son idée. En quoi la polémique qu'il y a eu en France à la fin de l'année 2015
autour du projet de loi de suppression de la binationalité a pu influencer ton travail. Déjà, à quel moment de ton travail cet événement est intervenu? Est-ce que le titre a rebondi sur cette actualité? J'imagine que c'était pas le titre original. Si, c'est le titre de 2006, ouais. Donc tu as réussi ce qu'on appelle un coup de force. Ouais. Et j'ai même des preuves parce que dans mon premier roman, le titre est mentionné, parce que dans mon premier roman, il y a toute il y a des choses sur les romans que j'écrirai plus tard, et il y a double nationalité, donc j'ai la preuve est là. Et alors, il y a une sorte de... J'étais déjà assez avancée dans l'écriture, le roman s'appelait Double nationalité. Je me souviens très bien, donc j'étais enfermée chez moi, j'étais vraiment en phase d'écriture finale. J'étais en train de lire un article sur l'obsolescence de la Trabante. Et là, j'allume la radio. Et tout d'un coup, j'entends ces questions de déchéance de la nationalité, etc. Et j'ai eu l'impression que le réel faisait irruption dans la fiction. Et alors, en fin de compte, c'est pas si étonnant que ça arrive à plein de... Quand je raconte ça comme ça, c'est pas pour dire « Ah, c'est absolument exceptionnel, je suis visionnaire ». En fait, en fiction, ça arrive assez souvent parce que quand vous écrivez, qu'est-ce que vous faites ? Vous travail d'écrivain, comme je disais, il y a un effort de description du réel, mais aussi de capter un peu l'air du temps. Donc, c'est pas non plus tout à fait étonnant de se retrouver avec des problématiques... de se retrouver un peu rattrapé par l'actualité. Moi, pour être honnête, au début, ça m'a embêtée parce que j'ai eu peur que les gens se disent ce que tu viens de te dire, que j'avais collé le titre pour faire racoleur en quelque sorte. Et ce qui me rassurait à cet égard, c'est la taille du livre, parce que je me suis dit bon, vu la taille, il n'y a aucun doute sur le fait que tu as commencé à travailler dessus bien avant. Voilà, que c'est pas un coup. Bien avant Monsieur Valls. Sur son projet de loi. C'est pas. Je me suis pas dit ah là, je vais faire un coup, etc. Parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose qui est plus, qui forcément existe depuis plus longtemps. Donc au début, j'étais plutôt embarrassée, et puis en fin de compte, j'ai été un peu obligée de l'accepter, mais c'était troublant parce qu'il y a des moments où j'étais en train d'inventer des choses qui en fait existaient. Notamment dans le livre, il y a une question d'interdiction, il y a un projet de loi d'interdiction de la double nationalité, et en fait, j'étais en train d'inventer un truc qui existait et qui venait d'être proposé par un sénateur. Donc là, c'est des moments qui donnent un peu le vertige. Ouais, tu te souviens de ce que tu as ressenti vraiment quand t'as découvert ce projet de loi? Parce que comme tu disais, ça voulait dire aussi que tu avais été dans l'air du temps et du coup que tu étais en train de faire du bon travail. Oui, à la fois c'est flatteur, mais à la fois j'avais envie d'arrêter le réel, de dire ça va trop vite, moi je suis en train d'écrire, et comme j'écris assez lentement, justement je me disais si tout va se passer dans le réel, mon livre il sera du coup j'étais plus embêtée qu'autre chose, mais bon, je dis après finalement je l'ai accepté, et c'est devenu aussi j'assume tout à fait la dimension politique du livre, hein. Je voulais pas du tout que ce soit déconnecté, mais j'avais pas prévu que ce soit à ce point-là en lien vraiment avec ce qui se disait à ce moment-là en France. Tu as offert le livre à ce sénateur, notre ancien Premier ministre. C'est une bonne idée, j'y avais pas pensé, mais je vais suggérer à mon éditeur qu'on lui envoie. C'est une excellente idée. Il a du temps là maintenant, notre ancien Premier ministre. On ne sait pas, il sera peut-être... Une petite question peut-être pour Ludo et pour toi. Nous, on n'est pas, les quatre autres autour de la table, on n'est pas franco-hongrois. On le devient malgré nous, mais on ne l'est pas de naissance. Est-ce qu'il y a, tu penses, ou vous pensez qu'il y a vraiment un particularisme, quelque chose de très particulier dans ces incompréhensions historiques entre les cultures françaises et hongroises, qui sont bourrées de malentendus, avec à la fois énormément de similitudes et de choses aussi tout à fait différentes. Et souvent les similitudes, on ne les comprend pas, on ne les connaît pas. Ce qui est différent, on ne les comprend pas, on ne les connaît pas, on les exagère, et inversement. Moi, j'aurais tendance à monter un peu en généralité, c'est-à-dire à dire c'est pas France-Hongrie, c'est vraiment petit pays, grand pays au sein de l'Europe. Parce que vraiment, moi je suis frappée à chaque fois que je parle, y compris quand je dis petit pays, c'est pas forcément par la taille, hein, quand on parle avec des Roumains, et de comment ils ont... Historiquement un petit pays.
Chacun son tour. Tu vas passer une mauvaise soirée. Et justement, lors de ce séjour en Roumanie, moi j'avais été frappée parce que voilà, parfois j'apparaissais comme une auteure française, des gens ne savaient pas forcément que j'avais des origines hongroises, et par le fait que certaines personnes s'excusaient presque d'être roumains, de l'image que pouvait avoir leur pays. Complexe d'infériorité, une image négative. Voilà, donc, et je reconnaissais des choses qui m'étaient extrêmement familières. Alors, donc j'ai quand même tendance à dire que c'est pas ce dont tu parlais, c'est pas forcément France-Hongrie, c'est petit. Je parle pas uniquement de oui. ces questions, je pense qu'il n'y a pas un particularisme spécial entre la France et la Hongrie. Ludo. Bah, c'est difficile d'y répondre quand on n'est pas franco autre chose, quoi. Franco autre chose. Pour le savoir, on va dire autre chose. Là, pour le coup, je pense qu'en tant qu'auteur, je suis pas compétente là. Pour le coup, c'est vraiment les sciences sociales qui pourraient nous dire est-ce qu'il y a vraiment une singularité irréductible. Mais moi, ce qui me frappe, pour abonder dans ton sens, Nina, c'est par exemple quand en Hongrie, je rencontre des gens issus de grands pays. Où du coup, c'est vrai qu'en étant français, j'ai l'impression qu'on est assis à la même table. C'est-à-dire, quand je rencontre un Américain, un Allemand, etc., c'est vrai que j'ai l'impression de porter quelque chose qui est assez universalisme, une histoire qui a marqué quand même le monde, etc. Et à l'inverse, quand je suis en France, par exemple, j'ai eu des étudiants tchèques, déjà je prononce bien leur nom de famille, etc. Et puis le fait qu'ils viennent d'un petit pays, bah du coup c'est vrai qu'il y a ce côté hongrois qui se réveille où je suis content, quoi. Je suis vraiment content de rencontrer. Et puis ils sont contents aussi d'avoir quelqu'un qui comprend aussi leur grandeur à leur échelle, quoi. Deux Français qui se rencontrent à l'étranger par hasard vont se détester. Ça dépend. Ça dépend quel type de France. Vont se snober. Pour pas faire de quelle généralité. De Slovènes qui se croisent par hasard quelque part en France vont se tomber dans les bras peut-être un peu facilement. Non, c'est pas du tout acquis. Hein. Moi j'ai vu beaucoup de Hongrois. Moi j'ai souvent vu dans le cadre de conférences internationales, je me retrouve naturellement très bien avec soit les Français ou les Latins, soit les gens d'Europe centrale. Et très souvent, il y a des groupes d'Europe centrale qui se créent, où ils découvrent qu'en fait, ils ont des traditions communes, des histoires communes, des choses communes qu'ils ne connaissent pas avant de se retrouver dans un cadre international. Puis peut-être pour préciser les choses par rapport justement au recours aux sciences sociales, moi, mon expérience personnelle de la double identité, c'était aussi un révélateur des identités sociales. C'est-à-dire que on a tendance, et c'est peut-être pour ça aussi que les figures comme la Yazigi sont utiles pour penser ces choses-là. C'est que on a l'impression qu'il y a tout un tas de choses qui sont liées à nos cultures au sens national, mais en fait des fois non, elles sont liées aussi au fait que je sais pas, on peut être d'une culture ouvrière dans tel pays, dans l'autre pays d'une culture bourgeoise, etc. Et ça aussi, c'est transclassiste. Exactement, ça brasse énormément, et en fait on se rend compte que des fois ça l'emporte un peu plus. Et ça je l'ai raconté plusieurs fois ici, mais moi, j'appartiens pas du tout au même milieu social en France et en Hongrie, et je sais que ça rajoute énormément de complexité dans la construction identitaire. Moi, j'avais une question un peu plus prosaïque sur ton rythme d'écriture. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais que tu étais lente. Déjà, qu'est-ce que tu appelles lente par rapport à n'importe quel canon d'écriture? Et est-ce que tu as une discipline, justement, lever telle heure, est-ce que ou tu as une potion magique pour écrire? Voilà. C'est pour ça aussi, parce que la question s'adresse à tout le monde. Lever telle heure. Déjà, ça dépend de la phase dans laquelle 13h du matin. En gros, il y a à peu près 3 phases pour construire un livre. La première, c'est je prends des notes, j'y pense, c'est flottant, donc c'est un peu tout le temps, mais sans vraiment être devant. Tu ouvres tes oreilles, comme tu disais tout à l'heure. Et puis je prends toutes sortes de notes, des sortes de premiers jets. Bon, ensuite il y a quand je m'y mets, je commence à essayer de rédiger des choses qui, dans mes rêves les plus fous, seraient déjà des morceaux de romans, mais plus tard, je vois bien que non. Puis là, j'essaye. Et là, je suis pas encore complètement dedans, mais c'est quelques heures par jour, plutôt le soir et la nuit, parce que j'ai des horaires de vie un petit peu décalés, et je suis bien la nuit pour écrire. Et puis quand je suis dans la phase finale, là, en gros, je m'enferme chez moi. Je dis à tout le monde que c'est pas la peine de chercher à me voir, et là je me lève, j'écris, je me couche, je me lève, et là c'est vraiment
voilà, un rythme complètement, extrêmement intense, où je fais rien d'autre, où je me force à sortir une fois par jour pour voir, mais je fais le tour du pâté de maison. Ça m'arrivait quand j'écrivais Double nationalité, je me disais, bon, il faut que je trouve un truc pour sortir, il y a du pain, ok, bon, bah alors je vais aller jeter ça dans la poubelle dehors, au coin de la rue, et puis je sortais, je jetais le truc et je rentrais. Ouais, donc c'est vraiment des moments Il te fallait des moments de respiration, ouais. Il te fallait des moments de respiration dans le, justement, voilà, entre les tunnels, quoi. Vraiment, mais sinon, c'est vraiment des gros tunnels d'écriture, donc des phases extrêmement intenses et qui sont super jouissives aussi, hein, parce que c'est des voyages, voilà, et puis c'est une forme de voyage dans ma tête. Et ça dure paraphraser cette phase de finalisation. C'est quelques mois, ouais. En fait, c'est une thèse, c'est comme une thèse. Exactement. Non, mais toute personne qui a écrit des choses, qui a mené à bien des gros travaux type thèse de doctorat, sait de quoi je parle. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a une forme de clochardisation à domicile. On commence à être pas très digne. Les boîtes de pizza s'accumulent. À domicile ou à l'extérieur, hein, parfois. Voilà, mais disons dans les cas les plus extrêmes. On n'est plus très présentable. Voilà, parce que finalement, rien n'a d'importance sauf la chose qu'on est en train de faire. Donc c'est vrai qu'on a tendance à négliger le reste. Donc voilà. Et puis après, je récupère une forme de dignité humaine. Et puis j'essaye, je retourne voir les gens. Habitué à la lumière du jour. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu es satisfaite de la façon dont ton livre il a été reçu? Tu disais avant l'émission que quand tu étais interviewé, on te demandait souvent de réagir sur la question de la crise des migrants, par exemple, parce que tu as travaillé sur l'identité. Et chacun, du coup, j'imagine, met un peu ce qu'il veut dans ton roman. Est-ce que tu es satisfaite de la façon dont ça a interpellé les gens, de ce que ça a provoqué chez eux? Alors, d'une manière générale, oui. C'est-à-dire, je suis très heureuse et je suis une auteure chanceuse parce que voilà, le livre a été lu, qu'il y a eu des très bons échos, qu'il y a eu de la reconnaissance à laquelle j'aspirais. C'était important parce que j'ai beaucoup travaillé et je sais pas, pour moi, écrire un livre, c'est un peu comme confectionner une surprise ou un cadeau pour le monde. Alors moi, j'étais super excitée. Je me disais, quand les gens vont le lire, et puis imagine s'il y a rien derrière, c'est très dur. Donc déjà, j'ai eu beaucoup de chance que ça se passe bien. Et ensuite, sur les contenus, moi, alors au niveau des personnes, j'ai plus des récits de vie, des gens qui me racontent un peu l'histoire de leur famille, qui m'envoient des petits messages sur Facebook, et c'est toujours très touchant, et je vois à quoi ça fait écho, et là pour le coup je suis pas très étonnée non plus, parce que c'est vraiment en lien direct avec ce qu'il y a dans le livre. Et après, oui, il arrive qu'on m'interroge sur des questions plus larges du type l'identité, voire la migration, et parfois ça m'arrive de me retrouver dans des situations un peu difficiles parce que on m'adresse des questions qui seraient des questions à poser aux chercheurs et pas à des auteurs, parce que moi je peux pas répondre sur le réel, je peux répondre sur les mots, sur l'imaginaire, sur les idées qui circulent, sur moi, ce que j'en fais, mais je peux pas donner des chiffres, je peux pas voilà, il y a des stéréotypes qui se déconstruisent à coup de données chiffrées et pas parce que hier j'ai rencontré ma voisine et qu'elle m'a dit ça et que je vais en faire une généralité. Donc j'ai gardé une sorte de rigidité épistémologique qui me vient des sciences sociales, qui fait que j'ai beaucoup de mal quand ça dérive vers un côté discussion de comptoir, ce qui est parfois difficile à éviter. On va faire attention. Hein. Non, mais c'est pas du tout une critique, hein, mais c'est pour dire, parce que tu me posais la question de comment je... émission autour d'une guerre. Oui, non, mais après, on peut tout à fait, mais c'est juste que du coup, parfois, ça me met dans des positions un peu délicates. D'accord. Est-ce que tu sens que tu as épuisé le thème, ou est-ce que tu aimerais bien continuer de le travailler sous d'autres formes, ou est-ce que tu veux complètement Alors, je pense que les deux, à la fois le thème est totalement épuisé au sens où je pense que j'écrirai plus jamais de texte qui soit frontalement consacré à cette question, parce que là j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai pu dérouler toutes mes pensées, toutes mes interrogations. Par contre, ça m'empêchera pas de réutiliser certaines choses en filigrane, c'est-à-dire puisque tout ce que j'ai appris en écrivant ce livre, c'est en moi. Et ça va m'accompagner pour les autres travaux, même si ça traitera d'autres questions. Et la question finale, c'était quels sont tes prochains projets? Est-ce que tu peux déjà en parler ou... Alors, je préfère ne pas en parler parce que j'ai deux choses sur le feu. Il va falloir quand même que tu en parles parce que le technicien met du temps à arriver, donc il nous reste quelques minutes. Sinon, on a l'obsolescence de la Trabant. Hein. Oui, non, mais on a quelque chose à révéler, je pense.
Voilà, je voulais te dire que tout à l'heure, tu as placé le mot-clé oulala, il n'était pas du tout dans la liste des expressions imposées quand tu avais imposé en début d'émission. Tu peux dire lesquelles expressions? Oui, donc en fait, j'explique parce que là, à mon avis, les gens ne vont rien comprendre. Donc on s'était mis d'accord pour que je sois obligée de caser un certain nombre d'expressions. Donc je peux les lire. Donc il y a « ah bon chat, bon rat » que tu as casé aussi. Du coup, je ne savais pas s'il fallait que je la case ou pas. Il la case à chaque fois. C'est son expression favorite. Oui. « Ah bon chat, bon rat », il y avait « salopette », il y avait « l'obsolescence de la trabante », il y avait « poudre de perlimpinpin », Hommage. il y avait « à beau mentir qui vient de loin » et il y avait « relocalisation ouverte ». Voilà. Voilà, bon, t'as réalisé un sans faute. Hein. J'ai eu des sueurs froides à un moment parce que l'obsolescence de la trabante, je savais pas. La trabante tardait à caser. pourrir, ouais, effectivement. Pardon ? La trabante tardait à pourrir. Voilà, c'était ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se regardait en se disant pas mal. Pas mal. Ouais, ben on vous dit. Et puis demain, attends, il y a l'annonce. Demain, à l'annonce, oui, bien sûr. Et ce soir et demain? Bah alors demain, il y a la soirée électorale à 19h30, à partir de 19h30. Élection en Belgique, je crois. Élection municipale, on attend les résultats avec impatience. Ah, ça, c'est très mal parce que tu te moques de la Belgique. Comme si c'était un pays de peu d'importance. C'est un pays imaginaire. Donc non, plus sérieusement, donc soirée électorale à Aurora à 19h30, donc pour suivre les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle française. Il y a une manifestation qui commence dans une demi-heure à Bouddha-Foki-Out. À quel sujet? Oui, voilà, ouais. Donc comme ça, j'en sais rien du tout. En soutien aux journalistes. Ouais, en soutien aux journalistes, mais c'est l'occasion d'aller faire un tour en vélo après avec un système hi-fi et puis de danser toute la nuit sur la place Octogone. Ouais. Avec toujours la tente Occupy Octogone qui est toujours là-bas d'ailleurs et qui tient le choc depuis déjà plusieurs semaines. Je me demandais, est-ce qu'il y a des liens qui ont été faits entre Nuit debout et Octogone parce que ça ressemble un peu. Sur Oulala, ça a été fait le lien. Oui. C'est pas le même niveau. Non, mais on est loin du Kinsey des maillots là. C'est vraiment. C'est bien, mais quand même. Ça se ressemblait beaucoup. Poser la question. Dans l'esprit, il y a des. L'occupation nocturne des places, c'est rare quand même, effectivement. Oui. Mais le lien est évident, tout comme le mouvement actuellement en Serbie, moi c'est ce que j'ai retrouvé, le même type d'atmosphère, même type de personnes, même type de dynamique dans les comportements, les discussions. Le lien, c'est plus est-ce qu'il y a eu des contacts, c'est-à-dire pas juste, vraiment, non. Pas d'échanges. Non. Des assimilations. Ils ont très peu conscience de ce qui se passe ici. Oui. De manière générale. Ouais. Et la semaine prochaine, il y a une grande manifestation qui est prévue à Prague, ce coup-ci. Où se passe comment ça se passe des choses donc, partout dans la région, c'est derniers mois, entre la Roumanie, Bratislava, la Serbie, Bratislava, Prague. On en a parlé il y a 2 semaines. Voilà. Ouais. Messieurs, au revoir. C'était Franz Langia avec pour invité Nina Yergekov, auteur du roman Double nationalité, paru l'an dernier aux éditions Paul. Au revoir à tous, à dans 2 semaines. Merci beaucoup. Au revoir. Salut à tous, ceci est un appel à votre générosité. Nous vous demandons très gentiment de soutenir la Fondation culturelle Tiloche en donnant 1% de votre impôt sur le revenu au numéro de taxation suivant 1-800-245-4-2-42. Merci à vous.